Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et je suis très heureux de vous retrouver ce soir après quelques jours d'absence, ainsi que toute l'équipe dans votre avis. Et je vous remercie pour votre fidélité à nos programmes d'Africab Télévision. Ce soir, je vous propose que nous discutions de la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique. D'abord, savez-vous ce que c'est? Pas très sûr. Est-ce une nouvelle mystification idéologique pour permettre aux entreprises, y compris les entreprises multinationales, de faire encore plus de gains et de bénéfices au détriment des peuples africains? Ou est-ce en réalité une opportunité dont les peuples africains doivent se saisir afin d'en tirer le meilleur parti? Nous allons tenter ce soir d'en discuter et avec notre invité, nous en avons un, étant entendu que le second, qui est chef d'entreprise, n'a pas pu à la dernière minute se rendre disponible. Mais qu'à cela ne tienne, c'est avec plaisir que je reçois M. Moussa Bendeka Diabaté. Bonsoir M. Diabaté. Bonsoir M. Mariko. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Responsabilité Sociétale des Entreprises au Mali. Tout à fait. Et vous êtes aussi chef d'entreprise, oui, puisque vous dirigez le cabinet de courtage Cefacar, oui, tout à fait, ici au Mali. Oui. Merci bien, M. Diabaté. Merci beaucoup. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose que nous suivions le micro-trottoir d'à votre avis pour savoir ce que les Africains pensent de la RSE. Aujourd'hui, les entreprises prennent de plus en plus conscience que elles sont insérées donc dans un tissu socio-économique à travers lesquels elles peuvent pas ne pas agir. Donc cela se traduit de différentes manières. Il faut voir aussi le regard que portent ces entreprises sur ces questions-là, les questions sociales. Donc forcément, elles ont tout intérêt à pouvoir agir dans ce milieu. Une entreprise qui s'installe dans un pays, il utilise les ressources de ce pays. Et aussi, il pollue encore ce pays. Donc, il doit avoir un aspect important du social dans ces entreprises. Nos sociétés nationales, parfois par manque de moyens, n'arrivent pas vraiment à amener leur contribution à l'effort de développement national, mais il est important et très important à ce que les multinationales qui s'implantent en Afrique soient créatrices d'emplois d'abord, mais aussi qu'elles contribuent à la formation, à la sensibilisation de la jeunesse africaine. Chez nous, le constat est lamentable. Quelques rares sociétés seulement arrivent à prendre en compte les préoccupations de nos jeunes, par exemple, les préoccupations de la société civile. Ils ne sont pas nombreux. Si tu vois qu'ils sont là, qu'ils arrivent à faire des chiffres d'affaires vraiment impressionnants, c'est parce qu'ils vivent dans un environnement sain. Donc il faut qu'ils prennent conscience de cela et qu'ils essayent de protéger cet environnement et qu'ils essayent de venir en aide aux enfants d'Afrique. Ici au Mali, les entreprises ne tiennent pas compte en réalité de l'énorme défi qu'il y a à gérer et à entreprendre pour que la société puisse avoir un bénéfice total. Vous voyez, il y a des sociétés même, il y a des entreprises au Mali ici qui ne font pas d'appel d'offres. Ils font des recrutements comme ça. Tout est question en réalité de parenté. Donc moi je pense que pour que ces trucs-là puissent en réalité avoir un effet et que puisque ça puisse donner un effet à la société, il faut que l'État s'implique. Donc pour qu'une entreprise en fait se porte bien, bien sûr il faut qu'elle ait des marchés.
des marchés et vendre des produits qui sont en ligne avec le besoin du marché. Mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est que les salariés de l'entreprise doivent vraiment se sentir aussi impliqués. Ils doivent aimer ce qu'ils font. Et c'est vrai que c'est très important pour le dirigeant de l'entreprise de faire passer un message qui fait adhérer vraiment tout son personnel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour développer une entreprise. C'est des sociétés qui viennent pour faire de l'argent rapidement, qui ne laissent derrière eux aucune empreinte de leur passage. Et très souvent, les marchés attribués sont souvent attribués à des sous-produits de ces sociétés multinationales. Donc, toute cette masse d'argent retourne d'où elle vient. Elle n'est pas profitable. Et c'est ce qui, à mon avis, continue de créer et créera toujours la paupérisation des Africains. Donc l'entreprise étant une unité économique, il constitue aussi le socle du développement économique d'un État. Donc là, une grande responsabilité doit être attachée, c'est-à-dire à cette activité-là. Donc qui concerne, c'est-à-dire qui constitue le point de départ de l'Afrique. Si je prends l'exemple également des sociétés minières, notamment pour le cas du Sénégal, dans la zone de Kédougou, dans le sud du Sénégal oriental, je crois que cette région gagnerait à être plus... que les conditions de vie des populations qui se trouvent dans ces zones-là soient mieux améliorées. Aujourd'hui, nous avons l'or là-bas et beaucoup de minerais, et pourtant la situation des populations reste encore très précaire. C'est quand les entreprises sont coincées avec les communautés riveraines qu'ils essayent d'anticiper ou de développer quelques activités qui classent dans le domaine de la RSE. Or, la RSE devrait anticiper sur des problèmes conflictuels. Les entreprises ont une responsabilité importante qui ne s'exprime pas dans un premier point par le recrutement déjà d'agents, ce qui contribue à réduire le taux de chômage. Mais en plus, ces sociétés paient des impôts qui, de l'autre côté, rentrent dans le cadre du développement du pays. Cependant, ces sociétés doivent avoir une responsabilité plus prononcée en aidant l'État, en dehors de ce que j'ai déjà cité, à soutenir l'éducation, la santé et les infrastructures si possible. Une entreprise a la responsabilité vis-à-vis de ses salariés, qui l'aident à produire de la richesse. Elle a des responsabilités vis-à-vis de ses clients, à qui elle doit fournir un service et des produits de qualité avec des normes. Elle a une responsabilité vis-à-vis de l'État ou de la structure, de la collectivité dans laquelle elle est installée, l'État, la ville. Et elle a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement au sens des populations qui sont à son entour. Dans l'intérêt du business, il faut être cohérent. Et cette cohérence-là, heureusement, de plus en plus d'entreprises de par le monde et en Afrique également prennent conscience qu'elles ne sont pas hors sol. Elles appartiennent à un environnement, à un écosystème. Et il faut qu'elles donc s'intègrent, évaluent, proposent et soient impactantes. Bien, M. Diabaté, une première réaction à ce micro-trottoir, dans votre avis, que nous venons de suivre. J'ai noté ça et là les interventions des uns et des autres. Je prends deux chapeaux. Premièrement, on a caricaturé, on a stigmatisé les sociétés multinationales. Deuxièmement, on a stigmatisé l'État. Et il y a un élément qui n'a pas été dit, c'est la société civile. Et tout ce raisonnement, on le comprend simplement par le fait qu'on a parlé de responsabilité sociétale des entreprises. C'est très périmétré. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est beaucoup plus maintenant d'actualité de parler de responsabilité sociétale des organisations. Parce que quand on parle d'entreprise, les gens pensent que c'est les activités économiques, donc les multinationales.
Alors que la responsabilité ne s'attaque pas, ne s'intéresse pas seulement aux entreprises économiques, ça s'intéresse à toute forme d'organisation sociale. Marco et moi, on peut s'asseoir pour se mettre d'accord sur un objectif, on devient une organisation. Et la responsabilité sociale s'applique à nous. Donc voilà un peu les réactions des uns et des autres. Et dans tous les commentaires, on a parlé de l'aspect loyauté, on a parlé de l'aspect éthique, on a parlé de l'aspect environnement. Je pense qu'on rentrera en profondeur dans tout cela en les mettant dans leur contexte réel. Oui, mais avant d'entrer donc dans le vif de notre sujet, est-ce que vous pensez qu'à partir de ce micro-trottoir, il est possible de dire si les Africains ont conscience de ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations telles que vous venez de le préciser? Je dirais non. Si je prends le cas, par exemple, j'ai fait 11 pays en Afrique, où j'ai beaucoup parlé de responsabilité sociétale dans les conférences, dans les débats. Les chefs d'entreprise, je parle des patronats, ils vont toujours te parler de responsabilité sociétale des entreprises et ils se limitent là. Le contenu, les outils, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation font défaut. Donc aujourd'hui, c'est la littérature, on se limite à la littérature. Donc l'Afrique, de façon générale, aujourd'hui, la responsabilité civile, le mot, l'alignement des mots, oui, mais éprouver le concept, le dupliquer dans l'entreprise, non. Très bien. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, organiser notre entretien sur 3 aspects, si vous le voulez bien. Oui. Le premier aspect, je voudrais que nous fassions la genèse du concept même de responsabilité sociétale des entreprises. Oui. D'où ça vient, oui. Pourquoi, oui. Qu'est-ce que ça signifie, et en particulier pour les Africains, qu'est-ce que ça signifie. Dans un second temps, je vous demanderai votre point de vue sur l'état des lieux. Vous l'avez déjà abordé relativement, mais l'état des lieux de la RSE en Afrique. Et puis, nous conclurons, si vous le voulez bien, avec l'avenir. Quel est l'avenir de la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations? Puisque, comme je l'ai dit dans l'introduction liminaire, sommes-nous face à une mystification idéologique ou sommes-nous face à une opportunité réelle dont les peuples africains pourraient tirer le meilleur profit pour le développement durable? Tout à fait. Si vous en étiez d'accord, nous commencerions par le premier point. Dites-nous, que signifie la responsabilité sociétale des entreprises, d'où ça vient et quel en est le contenu? Ok. Donc je vais aller sur 3 schémas par rapport au premier point. L'historique. Il faut comprendre que le concept même de responsabilité sociétale est venu d'un écrivain américain qui s'appelle Howard Bowen. Et si je crois c'est en 1953 qu'il a fait un livre sur la responsabilité qu'incombait aux entreprises par rapport aux conséquences négatives sur la société. Et quand il écrivait ce livre, il n'était pas très bien entendu. Il a fallu près de 15 ans après, autrement dit en 1970, que les grandes organisations internationales, les écologistes, etc., les droits de l'homme, ont commencé à réfléchir sur la thématique qui a été abordée dans son document. Donc aujourd'hui, on peut dire que le débat a commencé en 1970. Et c'est là, suite au livre de Bowen. Alors, comment c'est venu? Il y a eu beaucoup de définitions. Dans un premier temps, on disait la responsabilité sociale des entreprises, donc l'intégration volontaire des préoccupations sociales. Ensuite, on a dit l'intégration volontaire des préoccupations sociétales. Et maintenant, on a dit autre chose sur lequel je vais revenir. Alors, il y a 2 mots qui m'intéressent dans ça. L'intégration sociale. Dans ça, je tiens à 2 mots. Le mot intégration volontaire et le mot social. Pourquoi aujourd'hui on a enlevé tous ces 2 mots? D'abord, la responsabilité sociétale des organisations, on va l'appeler, mais à partir de maintenant sur ce plateau, pour ne pas être très diminutif. Volontaire a disparu. Pourquoi? Parce que la responsabilité sociale des organisations s'applique et est intéressée par 7 principes fondamentaux. Et ces 7 principes sont tous légiférés par des lois presque par tous les pays du monde. Donc les éléments constitutifs de la responsabilité sociétale étant légiférés en loi, il n'y a pas de raison que ça soit volontaire. Donc ça s'impose à tout le monde.
Et aujourd'hui, c'est pour ça le mot volontaire a disparu. Maintenant, responsabilité sociale. On ne dit plus sociale, on parle de maintenant sociétale. Sociale, pourquoi? Parce qu'avant, les entreprises communiquaient à l'interne. La direction s'asseyait, faisait des réunions, ils faisaient des planifications. Mais ils n'ont pas compris que tous, ils ont beau faire des réunions, ils doivent s'intéresser à une communauté donnée qui est dehors de l'entreprise, qui est en dehors de l'entreprise. Donc ça, c'est l'identification des parties prenantes. Donc il est important aujourd'hui qu'ils prennent en compte la préoccupation de ce monde extérieur à l'entreprise. Donc le dialogue ne doit pas être seulement inclusif, il doit être exclusif. Donc le mot social a laissé la place au mot sociétal. Avant que vous nous continuiez, M. Diabaté, je voudrais que nous revenions un peu en arrière pour la bonne compréhension des téléspectateurs d'Africa Télévision. Oui. Pourquoi M. Bowen a-t-il écrit ce livre? C'est un chercheur. C'est un chercheur parce qu'il a vécu dans un environnement où l'impact de l'entreprise, les conséquences de l'entreprise se faisaient voir dans son environnement. Donc, comme c'est un chercheur, c'est un écrivain, il s'est posé beaucoup de questionnements pour dire, mais c'est vrai que cette entreprise qui est là dans mon pays, qui est en train de produire beaucoup de choses, mais par contre, il y a de la production des déchets. Et le traitement des déchets, les conséquences de la présence des déchets dans cet environnement aussi, à des points sur lesquels il faut parler. Donc ce sont les éléments précurseurs qui ont poussé Owen à s'orienter dans cette recherche doctorale et qui a abouti est-ce que l'initiative de sa démarche était d'abord écologique ou était-elle plutôt éco-humaine? Je vais dire, c'est un Américain. Peut-être que les dégâts qu'il a vus, c'était peut-être les dégâts des entreprises américaines en Amérique latine. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il s'agissait du sort des peuples ou s'agissait-il du sort de l'environnement, de la nature? Je dirais beaucoup plus du sort de la société, donc du peuple. Parce que l'entreprise quand même produisait des déchets. C'est vrai qu'elle faisait des produits au bénéfice de la population, mais les conséquences de son activité, c'était beaucoup plus la production de déchets qui restaient non traités et qui avaient donc des impacts sur le point santé, sur le point écologique, donc ça revient au mot que vous avez utilisé, et même sur le plan économique. Économique parce qu'il fallait trouver une autre solution pour traiter ces déchets. Et cette solution revenait à l'État. Et c'est l'État qui devait prendre les dispositions pour résoudre ce problème. Donc c'est là où il a dit, mais c'est bien que l'entreprise est là pour nous servir, mais est-ce que quelque part, l'entreprise ne peut pas insérer dans sa dynamique une possibilité de réduire les impacts négatifs de son activité? Deuxième question, pour éclaircir un peu notre propos. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dimension volontaire, qui a été remplacée en réalité par une légifération qui en impose donc du point de vue légal. Est-ce que de ce point de vue-là, on est vraiment en Afrique, par exemple, face à une dimension législative concernant la problématique des responsabilités sociales. Je veux dire par là, est-ce que véritablement il y a des lois dans nos pays africains qui imposent aux organisations, aux entreprises, le respect des principes de leurs responsabilités sociétales? Très bien. Donc, pour répondre à ça, je vais donner deux choses. Premièrement, je vais donner la définition actuelle du concept de la responsabilité sociétale. Donc la responsabilité sociétale, donc je retiens, si vous voulez, le mot entreprise des entreprises, c'est la responsabilité d'une organisation. Comme je l'ai dit, enlever le mot entreprise et mettre organisation. Donc, pour faciliter la compréhension, je dirais la responsabilité sociétale des entreprises est la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des impacts que cette entreprise pose à l'environnement, les conséquences sur l'économie et les conséquences sur le social. Et si vous voulez que se traduise par un comportement éthique et transparent pour favoriser un développement durable, pour identifier ces parties prenantes afin de les intégrer dans leur vision, qui respectent les lois et les règlements, donc les lois internationales, les règlements internationaux, et qui est intégré dans une entreprise. Donc c'est un ensemble de comportements, de décisions, de visions, etc., qu'il faut intégrer maintenant pour qu'on puisse parler de responsabilité sociétale des organisations. Maintenant, pour revenir à votre question,
quand je disais par exemple que la RSE a comme fondement 7 piliers, donc 7 principes, tous ces principes, je vais vous donner par exemple... Allez-y. Vous avez la redevabilité. Une entreprise a une obligation de rendre compte. Rendre compte à qui et de quoi? Très bien. Une entreprise a l'obligation de rendre compte ne serait-ce qu'aux actionnaires. Il a l'obligation de rendre compte à l'État. Il a l'obligation de rendre compte à ses partenaires financiers. Il a l'obligation de rendre compte à la société pour que la société le prenne au sérieux. Il a l'obligation de rendre compte aux parties internes, donc les employés. Donc cette notion de redevabilité est devenue obligatoire pour toute entreprise. Premier aspect. Et donc ça, c'est un principe de la responsabilité sociétale. Le deuxième principe que j'ai noté, c'est la transparence. Il faut que dans la gestion, tout soit transparent. Quand il y a une rétention d'informations, quand il y a une asymétrie d'informations dans une entreprise, mettez-vous en tête que l'entreprise est appelée à fermer boutique. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire une entreprise. Tu as beau avoir le milliard, il te faut un technicien. Il te faut un maçon, il te faut, etc. Donc, tu as un groupe d'individus qui est là. Donc ça, c'est obligatoire. Tu as un comportement éthique. Ça, tu as obligation de le respecter. Ça veut dire quoi, éthique? Un comportement exemplaire. C'est-à-dire qu'il faut éviter de soudoyer les gens. Éviter de faire la corruption. Éviter de prendre une prédisposition comme pour accepter d'être corrompu. Donc, voici... Est-ce que vous parlez sérieusement? Je dis ce qui est dans la littérature. On va revenir en profondeur sur ce qui te parle sur le terrain. Donc ça, je suis en train de citer seulement les grands principes, mais on va rentrer à l'intérieur. Donc je parle aussi, il faut reconnaître que les parties prenantes ont des intérêts et que ces intérêts doivent être sauvegardés. Ça, c'est un point important. Il faut reconnaître aussi que tu dois respecter les droits de l'homme. Dans le public reportage, quelqu'un a dit, on ne recrute pas bien les gens. On recrute les gens sur la base des relations personnelles. Donc ça veut dire qu'ici, quelque part, il y a une disposition qui a été effritée, qui a été heurtée. Donc voici, si vous voulez, les grands principes sur lesquels sont fondées la responsabilité sociétale des entreprises. Maintenant, c'est quand tu épouses ces 7 concepts, en ce moment, il y a le contenu évidemment de ces 7 concepts, parce que c'est 7 principes, et chaque principe a des domaines d'action. Et l'ensemble de ces domaines d'action, si vous voulez, ça fait 39, et c'est pas facile. Puisque tout à l'heure vous avez parlé de loi. Oui. Nous sommes partis du volontariat pour aller dans l'exigence légale. Tout à fait. Première question, est-ce que nos États ont légiféré sur ces 7 principes dont vous venez de parler? Tous les États, à ma connaissance, tous les États ont légiféré. Le problème qui se pose chez nous, on fait du copier-coller. Je veux bien, et c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que les lois qui sont votées, c'est ceux qui votent les lois et ceux qui légifèrent les lois qui connaissent le contenu de ces lois, qui savent que telle disposition a été prise. Mais cette loi doit s'appliquer à une population. Dans cette loi, il y a la considération des parties prenantes. Et ces parties prenantes ne sont pas du tout informées. Donc ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas qu'il y a une loi. Et ceux qui votent et décident des lois, c'est eux qui savent ce qu'il y a comme disposition en termes de loi, etc. Donc aujourd'hui, l'Afrique est frappée par ce problème de communication. Aujourd'hui, tu prends un chef d'entreprise, moi qui vous parle, tu me demanderas de vous dire tous mes engagements au niveau des impôts, je ne le connais pas. Et ça, c'est 70% des entreprises. On ne s'intéresse pas à ce qui se trouve dans nos mains, mais on regarde l'autre pour porter des critiques. Qui est chargé de veiller à l'application des textes en matière de responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations? Qui est responsable? Ah bon, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. La responsabilité sociétale des entreprises, ce n'est pas un concept qui appartient au chef d'entreprise. Mais le chef d'entreprise doit être le précurseur au niveau de son entreprise. Ça se construit au sein de l'entreprise. Donc, il faut que tous les dirigeants, tous les travailleurs de l'entreprise acceptent que nous voulons une dynamique de responsabilité sociétale dans notre entreprise. Et on va s'asseoir. Pour vous donner un exemple, je viens de rentrer d'un voyage où j'étais allé animer une session de formation, la responsabilité sociétale dans les industries extractives pour une bonne gouvernance. Quand je suis allé, j'ai fait un tour dans la mine, c'est dans un pays voisin.
Dites le pays, dites. Bon, c'était au Congo. Je vois dans la société des pancartes où c'est écrit charte, etc. J'ai fait la photo. Le jour de la formation, il y avait 27 chefs de service. La première question que j'ai posée, vous êtes tous dans la même entreprise minière? Ils disent oui. J'ai dit, quelle est la vision de votre entreprise? J'ai eu 27 réponses différentes. Ça veut dire que, mais au départ, quand j'ai échangé avec le patronat, c'est-à-dire le directoire, ils m'ont tous dit que oui, nous faisons de la RSE. Et avant de commencer la session de formation, je discutais, j'échangeais ça et là, ils m'ont tous dit oui, nous faisons de la RSE. Maintenant, quand je suis rentré, en commençant la formation, j'ai demandé quelle est la vision de votre entreprise. 27 participants, 27 réponses différentes. Ça veut dire qu'on est venu les implanter, la RSE. On n'implante pas la RSE, on construit la RSE dans une entreprise. Premier aspect. Deuxième aspect, je les ai demandé, est-ce que vous avez une charte? Ils ont tous dit, oui, on a une charte, c'est dans le bureau, etc. J'ai dit, dites-moi, qu'est-ce qui est écrit sur votre charte? Personne n'a pu me répondre. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, vous allez demander aux entreprises, aux chefs d'entreprise africaines, est-ce que vous faites de la RSE? Ils vont vous dire oui. Mais c'est eux, au niveau décisionnel, où on parle de la RSE. On ne fait pas de la RSE, mais on parle de la RSE. Et maintenant, on fait consommer ce concept littéraire de la RSE aux autres agents, chefs de service, etc. Mais quand disent les États et les autorités publiques, oui. Qu'est-ce qu'elles disent? Les autorités... Elles n'ont pas une part de responsabilité dans cette responsabilité sociétale des entreprises? Mais oui, parce que le problème, les autorités publiques, les entreprises, les employés, la société civile, nous avons tous un intérêt pour l'émergence d'une entreprise. Mais il faut situer la responsabilité des uns des autres. Un État, par exemple. Oui, la responsabilité de l'État, c'est quoi là-dedans? C'est de veiller au respect des lois. Est-ce que ça se fait? Mais non, justement. Mais pourquoi ça ne se fait pas? C'est un problème de vision. C'est un problème de vision. Partout en Afrique, en tout cas j'ai fait à peu près 40 pays en Afrique, on a le même schéma, on a la même notice de fonctionnement. Nos dirigeants ne s'occupent que de leur intérêt. Je vous donne un exemple concret. Ce sont deux exemples. Quand tu fais un coup d'État, c'est le monde entier qui se lève contre toi, on va t'éliminer. Mais par contre, on te donne 100 milliards pour aller mener une activité dans une région. Tu bouffes, tu n'es pas inquiété. Ça se passe en Afrique. On se lève le matin, on torpille les textes. Il y a la Constitution qui est là. Oh, mais qu'est-ce que la société civile fait? Parce qu'elle, sa responsabilité dans cette histoire-là, c'est aussi d'empêcher précisément la prédation impunie des ressources publiques, des deniers publics par les dirigeants. Voilà pourquoi la RSE est en train de s'implanter. Pourquoi nous avons créé l'Institut RSE? C'est pour que la société civile, elle, comprenne. Parce qu'on a mis la société civile en dehors du jeu. Comme si la politique ne s'intéresse pas à la société civile, ou que la société civile n'est pas intéressée par la politique, même si c'est cette société civile qui doit voter pour les faire élire. C'est ça la question. Quand tu prends l'Assemblée, par exemple, chaque député a obligation de restituer les lois et décisions prises pendant une période donnée, dans la localité où il a été élu. Mais quand tu fais le sondage, 99% des députés ils s'en foutent. Et cette population, société civile, n'est pas informée que c'est une obligation pour ses élus. Un, de deux, les sociétés civiles, on les a tellement formatées dans un dispositif de recul, tel qu'on les a fait comprendre que eux, voilà ce que vous devez faire, c'est voter. Mais le débat ne vous intéresse pas ça. C'est aujourd'hui maintenant que les gens commencent à se réveiller. C'est aujourd'hui qu'il y a débat. Et quand tu vois les dernières élections, il y avait 20 et quelques candidats. Mais avant, à peine, on allait formater les gens pour qu'ils se présentent candidats parce qu'on a exclu tout le monde. Parce que ceux qui sont allés à l'école pensent qu'il faut être scolarisé pour rentrer dans le débat politique. Très bien. Monsieur Diabaté, nous allons avancer, toujours dans le premier volet de notre sujet. Oui. Est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises concerne toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur secteur d'activité et de leur raison sociale? La responsabilité sociétale, donc je vais toujours utiliser le mot organisation. La responsabilité sociétale des organisations commence par deux personnes. Dès l'instant que deux personnes s'asseyent pour se mettre d'accord sur un objectif, ils ont obligation, ils peuvent appliquer les principes de la responsabilité sociétale. Ces principes sont quoi? C'est ce que j'ai cité, la redevabilité,
Le deuxième, c'est la transparence. Il faut que ça soit transparent entre nous. Le troisième pilier, c'est le comportement éthique. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez vraiment sérieux en disant ça. Oui. Je vous ai posé la question parce que, connaissant ce qui se passe dans nos pays, dans nos États, si ça n'avait été tragique, ça aurait été comique, d'entendre dire, oui, il faut que les entreprises évitent la corruption, il faut qu'elles évitent d'être corrompues, il faut qu'elles soient transparentes dans leurs démarches et leurs activités, qu'elles rendent des comptes selon le principe de redevabilité. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans nos pays, là. Non, c'est vrai que c'est un peu utopique quand tu parles en ces termes dans nos différents pays, mais nous-mêmes, on est en train de s'exclure du schéma. Je donne un exemple, M. Diabaté. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'industrie extractive. Oui. Alors, moi, je voudrais vous en donner deux cas. Oui. Par exemple, Areva. Oui. Je sais, d'après la littérature que j'ai eu à consulter, j'ai vu que du point de vue humain, du point de vue environnemental, et du point de vue économique pour le pays, le Niger, où Areva a fait ses choux gras pendant 55 ans, ça a été un désastre. Oui. La société civile s'est battue, les communautés se sont battues, les médias ont répercuté ces combats-là, et pourtant, on est resté au même point. Tout à fait. Donc, ça, c'est un cas que je donne. Ouais. Je peux vous donner le cas de la CNPC chinoise du côté du Congo ou en Afrique de l'Est, où c'est pas mieux. Dans une certaine mesure, c'est même pire. Donc, quand vous parlez de ces principes-là, moi qui vous écoute et qui ai la même vision que les 9/10 de nos téléspectateurs, je me dis, mais de quoi il parle ce Diabaté-là? Quand vous regardez le mode d'élection de nos différents États, c'est ce que je vous ai dit, on pense que ne pas aller à l'école est un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. Le problème qui se pose, c'est un problème de dirigeants. Toutes les entreprises que vous avez citées, je prends un exemple de corruption. Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres. Je m'inscris dans votre logique. Je vais vous donner deux exemples. Je suis allé dans une collectivité, dans un pays voisin, où je vois qu'une société minière, après échange avec le ministre, il était question d'installer une gendarmerie. Le ministre dit, on va budgétiser, on va voir, etc. La société minière a financé l'installation de la gendarmerie. La société minière a payé les équipements pour la gendarmerie. Ça, c'est une corruption, ça. Vous pensez que cette gendarmerie peut traquer la société minière? Premier exemple. Deuxième exemple. Comment tu peux comprendre qu'une société minière paye une voiture V8 à un maire de la collectivité, une 4x4 V8, à un maire de la collectivité qui est à 400 km du goudron? On ne voit même pas de carburant d'essence dans ce village. Simplement parce que, dans le cadre de la redevance, la société minière doit une partie des rentes minières à cette collectivité. Mais parlons de votre pays, le Mali, parce qu'il y a beaucoup d'activités minières là. Parlons-en. Nous, on pose mal le problème des mines au Mali. Les miniers au Mali sont des partenaires stratégiques pour nous. Le problème des mines, il n'y a aucun pays en Afrique qui gagne dans les mines. Ce n'est pas seulement le Mali. Pourquoi? Parce qu'on pose mal la problématique. Partout où tu passes, ils vont te dire pourquoi on ne gagne pas dans les mines. C'est une très mauvaise question. Moi, je dirais plutôt comment il faut faire pour gagner dans les mines. Quand tu regardes le code minier malien, c'est de la littérature, c'est très bien écrit. Mais qu'est-ce qu'est le problème? Le problème, c'est le respect des dispositions qui sont comprises dans le code minier. Ça nous ramène à la problématique que j'ai posée tout à l'heure. Et je vais loin. C'est l'État. Le problème des mines en Afrique, ce n'est pas compliqué. L'État est au départ, l'État est au milieu, l'État est à la fin. C'est l'État qui fait le contrôle, l'État rend compte à l'État et c'est l'État qui juge. Bon, nous sommes déjà dans la deuxième partie, donc c'était l'état des lieux. L'état des lieux. Je voulais que nous parlions de l'état des lieux, mais je vois que nous y sommes déjà. D'accord. Donc je vous laisse la parole, mais introduisez donc dans votre démarche la problématique
des entreprises qui ne sont pas nécessairement des multinationales, qui ne sont pas nécessairement des entreprises minières ou extractives. Parce que je pense qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, entreprise de téléphonie, entreprise de textile, entreprise industrielle quelconque, sont concernées par la même problématique. Donc je vous laisse la parole. Restons dans le cadre de Mali, je prends entreprise, que ce soit minière ou etc. etc. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les principes qui régissent le fonctionnement ou la mise en application de la responsabilité sont au nombre de 7, qui sont tous légiférés en loi. Et c'est l'État qui a ce rôle de contrôle. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on a des États inexistants. On n'a pas d'État en Afrique. Tous ceux qui viennent pour leur propre intérêt. Moi, je vous donne le cas concret, par exemple, des sociétés minières. Il y a des entreprises qui disent qu'ils font de la RSE. Mais en réalité, il faut rentrer là-dedans pour voir. Qu'est-ce qu'ils font comme RSE? Dans le public reportage, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de l'aspect social, on a parlé de l'environnement, on a parlé de l'implication de l'État. Nos États sont fragiles. On n'a pas de vision. Ces entreprises, il y a très très peu, sinon epsilon, entreprises maliennes qui font de la RSE. Toutes les sociétés minières qui sont au Mali, moi je ne leur reproche absolument rien. Mais je reproche tout à nos États. Pourquoi? Parce que c'est les États. Financer une mine, ce n'est pas donné à la portée de tout le monde. Ça allait lever des fonds sur le marché international. Et il y a des contraintes là-bas, il y a les conditions. Donc ils viennent avec une feuille de route. Quand ils viennent, ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à l'État via un ministre. Et le ministre a ses conseillers avec lui. C'est lui l'interlocuteur du gouvernement. C'est lui l'interlocuteur pour le compte de la population, de la société. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ces représentants de l'État gèrent les problèmes pour leur propre intérêt. C'est l'occasion pour moi de dire, par exemple, pour finir, l'actuel ministre des Mines est en train d'abattre un travail énorme. Parce que j'ai vu beaucoup de choses dans... Du Mali, vous voulez? Oui, du Mali. Votre pays. Okay. Monsieur Cissé, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Donc il faut que cela soit clair. Mais j'ai vu dans la littérature, il est en train de faire une réforme extraordinaire. Pourquoi? Pour appuyer non seulement la gouvernance minière, mais quand on parle d'appui de gouvernance minière, on parle d'abord de la structure mère qui est le ministère. Il y a un véritable goulot d'étranglement. C'est le ministère qui donne les accords, c'est le ministère qui signe les conventions, c'est le ministère qui contrôle, c'est le ministère qui encaisse. Pour les études préliminaires, c'est le ministère de l'Environnement. Quand il s'agit d'encaisser de l'argent, c'est le ministère des Finances. Et ça se fait sans la présence du ministère des Mines. Donc il y a une véritable dichotomie dans la gestion même du gouvernement. On n'est même pas au même niveau d'information et véritable asymétrie d'information. Très bien, M. Diabaté, sauf que je retiens en ce qui concerne en particulier ce cas-ci, vous avez parlé de littérature, et j'espère que ça ne restera pas lettre littéraire morte. Oui. Alors, je voudrais que nous abordions un autre aspect, à partir d'une question que nous a envoyée un téléspectateur. Ce téléspectateur, c'est M. Boubacar Seyni Abdoulaziz. Il est étudiant à l'université de Tawa. Tawa, c'est au Niger. D'accord. Et voilà la question qu'il nous a envoyée. Je cite, la question est de savoir si l'on peut parler de RSE sans parler de développement durable. D'accord. Pour mieux comprendre ce sujet, je pense qu'on doit toucher les points sensibles comme la relation entre l'entreprise et l'environnement, les caractéristiques de l'environnement, l'entreprise et le développement durable, les enjeux environnementaux et sociaux, et enfin les enjeux des parties prenantes. Donc, je vous transfère la question de M. Boubacar Seyni Abdelaziz, étudiant à l'université de Tawa au Niger. Ok, très bonne question. La RSE, il y a trois si vous voulez, il y a trois chapeaux. On a parlé des conséquences de l'impact des activités de l'entreprise sur, l'environnement, sur le social et sur l'économie. Donc, il y a trois éléments. Et c'est pour ça, les trois éléments, à cause des trois éléments, on parle de triple effet. Sa question de développement durable. Le développement durable, c'est quoi? Gère tes activités aujourd'hui, préserve l'intérêt des générations futures. Voilà la définition simpliste du développement durable. Ça veut dire quoi? Que l'entreprise aujourd'hui qui mène ses activités, si cette entreprise a le souci de la mise en œuvre
du concept de responsabilité sociétale, il va sans dire qu'il va respecter, il va protéger les intérêts des parties prenantes. Il va faire attention. Alors, quand vous dites partie prenante, c'est la troisième fois que vous employez le concept. Ça veut dire quoi, partie prenante, pour nos téléspectateurs? Les parties prenantes. Oui, ça veut dire quoi? Ça comprend qui et qui? Je prends une société minière. Quand on parle de partie prenante, vous avez ceux qui travaillent dans la mine comme fonctionnaires. Ça, c'est partie prenante interne. Vous avez les actionnaires. Vous avez les banques. Vous avez l'État. Vous avez la communauté locale. Vous avez les fournisseurs. Vous avez les clients. Vous avez les médias, vous avez, etc., etc. Donc tout ceci constitue les parties prenantes. Et tout le problème de nos entreprises, c'est quoi? C'est qu'on ignore ces parties prenantes. On ne les identifie pas. On ne peut pas réussir dans une entreprise quand on n'arrive pas, 1, à identifier ces parties prenantes, 2, à connaître la préoccupation des parties prenantes, et 3, à satisfaire les besoins des parties prenantes. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait l'échec de toute la gouvernance dans tous nos pays. Je vous donne un cas concret au Mali. Il a été question d'installer une mine dans une collectivité. Qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur, pour réunir les parties prenantes, c'est ce qui se passe sur le terrain. Parce que moi, j'ai fait des études Kali et Kanti. Donc, juste dans la littérature, je suis sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On amène quelqu'un qui doit répondre au nom de la collectivité, soi-disant être ressortissant de cette collectivité. Ce monsieur, il venait de Paris, il était en vacances. Et c'est un des départements ministériels qui a fait ça. Ça, c'est il y a au moins 6 ans. Simplement pour embellir la salle. Mais quand j'étais là, j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, monsieur, c'est quel nom? Votre intervention était bien, etc. Il m'a dit son nom. J'ai dit, vous venez d'où? Il dit, il représente cette collectivité. Il n'a jamais été là-bas. Mais sur les papiers, on met le nom de la collectivité et leur accord. La RSE dit aujourd'hui, il faut identifier les vraies parties prenantes. Il faut qu'ils viennent s'asseoir. Au moment de prendre les décisions, ils sont là. Au moment d'exécuter la décision... Est-ce que les parties prenantes, en particulier les communautés locales, est-ce qu'elles sont outillées du point de vue informatif, du point de vue technique, du point de vue perspective, est-ce que ces communautés sont outillées pour comprendre les enjeux, pour comprendre les problématiques en dehors de l'intervention des administrations publiques dont nous savons par ailleurs l'incurie? Vous-même venez de dire, M. Diabaté, que nous n'avons pas d'État. Alors, comment font les communautés locales qui sont intellectuellement et techniquement démunies face à des grosses entreprises qui nous viennent de je ne sais pas où? Ça me ramène à vous parler de ce qu'on appelle l'ITIE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est une idée qui a été lancée par le Premier ministre anglais en ce temps. Est-ce que le Mali en est signataire? Si, le Mali est signataire, le Mali est membre. C'est un des chevals de bataille de l'actuel ministre. Pour ça, je dis, je l'apprécie. Il a compris que les parties prenantes ne sont pas identifiées. 1. Les parties prenantes ne sont pas formées. 2. Il y a une asymétrie d'information. Aujourd'hui, l'ITIE existe au Mali. Et votre question est extrêmement importante. Cette communauté locale, elle ne parle pas français, je veux bien, mais ils ont une langue. Si on veut partager de l'information, on peut traduire cette information dans leur langue pour les faire comprendre. Cette population elle-même peut décider d'envoyer des représentants légaux pour venir siéger au niveau de toutes les instances où on doit prendre les décisions les concernant. Mais ce n'est pas le fait qu'ils ne soient pas allés à l'école qu'on ne peut pas les considérer comme partie prenante, alors que ce sont les acteurs principaux sur leur communauté. Donc déjà, il faut qu'on enlève en tête que le fait qu'ils ne soient pas allés à l'école, qu'ils ne doivent pas venir s'asseoir pour discuter. Non, les Chinois parlent dans leur langue, les Japonais parlent dans leur langue. Pourquoi nous, on ne partage pas l'information dans notre langue? Surtout que c'est leur communauté. Premier point. Deuxième point, la RSE a cet objectif-là. C'est d'outiller toute cette communauté. Parce que le concept de RSE, c'est la littérature. Mais ce qui est important, c'est les outils. Dans la RSE, il y a les outils. Et c'est ça, c'est l'application des normes internationales. Et il y en a suffisamment. Et parmi ces normes, il y a la norme ISO 26000 qui n'est certainement pas une norme certifiée, mais qui prend en compte tous les aspects économiques, sociaux, environnementaux, culturels, sociologiques, anthropologiques, etc.
il faut aujourd'hui que toutes les parties prenantes, donc ces communautés, soient formées dans les grands principes de la norme ISO 26000 qui prend en compte. Et en ce moment, ils pourront s'asseoir sur toutes les tables de négociation parce qu'ils sont au même niveau de compétence. Très bien. Voilà. Très bien, M. Diabaté. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu à la totalité de la question de M. Boubacar Seyni Ablaziz du Niger. Oui. Très bien. Donc, on va aborder un dernier aspect. Oui. S'il nous reste un peu de temps, je vous poserai 2 autres questions. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que la responsabilité sociale des entreprises, des organisations, comme vous dites, est-ce que ça implique ou est-ce que ça exclut le mécénat d'entreprise? Le mécénat, la philanthropie, la responsabilité sociale des organisations, c'est totalement différent. Je vous donne un exemple. Expliquez-nous ça. J'étais en Indonésie, personnellement, pour un forum. On est allé, il y a un espace tout comme l'Office du Niger. Cette population avait des problèmes. Il y avait des insectes qui étaient dans l'eau, qui bouffaient les fleurs qui apparaissent quand la plante commence à bouger. Je ne sais pas biologie, je ne sais pas comment ils appellent. Donc il y a des insectes qui étaient dans l'eau qui bouffaient ces fleurs-là. Donc ça impactait la culture du riz. Ils ont réfléchi, ils ont dit, ok, il y a des animaux, il y a des animaux autour de nous qui eux aussi cherchent ces insectes. Or il se trouve que chaque année, ils utilisaient des centaines de millions de dollars en publicité pour traiter ces champs de rizières. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé, ils ont mis ce qu'on appelle le développement des canards. Donc ces canards sont très intéressés par ces insectes. Donc la journée, ils laissent sortir les canards. Et les canards rentrent dans l'eau, ils bouffent ces insectes. Ça, c'est la responsabilité sociétale. Qu'est-ce qui se passe? Ces canards, en bouffant ces insectes, on fait la production de canards. Le canard lui-même, on bouffe. Le canard fait des œufs, les foins, etc. Deuxième aspect économique, on ne paye plus de produits chimiques. Troisième aspect environnemental et santé, c'est que les produits chimiques qu'ils utilisaient pour traiter le riz impactaient, si tu veux, l'eau. Je vous ramène au mécénat. Mécénat, je reviens. Mécénat, philanthropie. Quand vous regardez nos entreprises ici, ils viennent, ils te donnent 20 tableaux bancs. Ils construisent une classe. Tu ne verras jamais une cérémonie où tu ne verras pas leur banderole. La RSE, il n'y a pas de banderole. La RSE, on le fait ensemble. Tu ne le fais pas pour me le donner, mais tu viens, on s'assoit, on le fait ensemble. Responsabilité sociétale au lieu de sociale. Donc le mécénat, c'est, si tu veux, l'apparition médiatique pour se parler. Dans toute l'Afrique, c'est en Afrique que tu vois ça. Les chefs d'entreprise, les directeurs de services, les ministres, ce que le chargé de la communication doit dire, c'est ce que le directeur lui-même doit dire. Le directeur doit venir parler de la vision de l'entreprise. Mais en Afrique, même quand il s'agit de dire bonjour, c'est le directeur qui vient à la télé. On aime beaucoup la télé, on fait de la publicité. Bien, M. Diabaté, nous allons donc aller vers la fin de cette émission. J'ai lu, en préparant l'émission, qu'il existe un pacte mondial. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit? Le pacte mondial, c'est une organisation des Nations Unies. C'est une organisation des Nations Unies qui aussi a communiqué sur un pan de la responsabilité sociétale. Par exemple, l'OIT a parlé des droits de l'homme. L'Organisation internationale du travail. A parlé des droits de l'homme. L'OCDE aussi s'est intéressé à cette histoire en parlant de lignes directrices. Donc le pacte mondial, c'est aussi une norme, un référentiel qui a été fait par les Nations Unies qui parle beaucoup plus de l'aspect environnemental, économique de l'entreprise, ses impacts sur ces deux éléments. Donc c'est l'ensemble de cette combinaison qui aujourd'hui a sorti un produit fini qui définit exactement ce que c'est que la responsabilité sociétale. Mais j'en profite pour vous dire, le fait de connaître les grands principes de la responsabilité sociétale, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'implémentation de la responsabilité sociétale à travers les outils. Donc, il ne s'agit pas pour une entreprise de dire je fais la RSE, non. Il faut dire je fais la RSE et j'applique la RSE. Et pour cela, il y a des conditions. Il faut d'abord que vous soyez formé, que les cadres de l'entreprise soient formés aux outils de la RSE. De deux, que les cadres de l'entreprise soient formés pour l'implémentation de la RSE, pour le suivi de la RSE et pour l'évaluation de la RSE. Et aujourd'hui, il y a un module qui est sorti, qu'on appelle le Global Reporting Initiative, à partir duquel aucune entreprise minière ne peut tricher dans les chiffres.
Très bien. Monsieur Diabaté, je vous laisse la parole pour la conclusion. Votre dernier mot concernant la responsabilité sociétale, disons, des organisations, comme vous préférez qu'on le dise. Moi, je dis simplement que souvent j'ai mal au cœur quand je me vois invité par pas mal de pays voisins, alors que chez moi, du Premier ministre jusqu'à la dernière PME, j'ai envoyé un courrier à tout le monde en demandant « Venez, on va travailler ensemble ». Voici un outil qui est à la disposition de tout le monde, qui nous permet d'amorcer la dynamique d'une gouvernance et d'une bonne gouvernance. Mais je suis au gré de vous dire aujourd'hui, du Premier ministre jusqu'à la petite PME, je n'ai reçu aucune réponse. Ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que si c'est les autres pays qui me demandent d'aller différer ou partager nos compétences avec eux, nous-mêmes, 3e pays producteur de mines en Afrique, on n'est pas intéressé par la chose. C'est indéniable qu'on le veuille ou pas. Si on le veut aujourd'hui, on le fait. Mais on est obligé de le faire. Je vais vous donner un exemple. On a parlé de l'environnement. Vous savez combien de tonnes de déchets on produit par an au Mali? Non. J'ai pris des chiffres. Le Mali fait 23 400 000 tonnes de déchets par an pour 115 entreprises. Première chose. Deuxième chose, le Mali fait 17 000 tonnes de déchets plastiques. Sur les 17 000 tonnes annuelles, sur les 17 000 tonnes de déchets plastiques, on ne traite que 1300 à 1700. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 16 000 tonnes de déchets plastiques qu'on utilise chez nous. Il y a des lois qui ont été faites pour interdire. Moi, j'ai trouvé la solution à mon niveau. Chez moi, c'est pas compliqué. J'ai dit à mon épouse, ok, on fait une réunion ce soir avec mes enfants. Déchets plastiques, ça ne rentre plus ici. Pourquoi? Voici les raisons. Et chez moi, personne ne vient avec un déchet plastique. Parce que si on doit se référer seulement à l'État, on va toujours être en retard. Mais si chacun doit agir à son niveau, ça va impacter l'environnement. Sauf que vous êtes dans un environnement qui, lui, n'est pas supposé obtempérer à vos injonctions de chef de famille. Merci, Monsieur Diabaté, de nous avoir accompagnés et d'avoir permis aux téléspectateurs d'Africa Télévision de comprendre un peu mieux la problématique de la responsabilité sociétale des entreprises et ou des organisations. Mais je suis sûr que nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres émissions sur cette question qui me paraît de plus en plus incontournable. Merci encore. Ouais. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez l'exemple grec? Savez-vous ce que c'est que l'exemple grec? Certains d'entre vous le savent peut-être, mais peut-être que beaucoup ont entendu dans les médias qu'il y avait un problème, qu'il continue d'avoir un problème entre la Grèce, pays membre de l'Union européenne, et l'Union européenne et un certain nombre d'organisations du système financier international. Nous, en Afrique, on connaît ça depuis la fin des années 80 et ça s'appelait des programmes d'ajustement structurel. Alors, est-ce que l'exemple grec peut inspirer les États et les peuples africains? Voilà la réflexion à laquelle je vous convie vendredi prochain, si vous le voulez bien. Et comme vous le savez, vous pouvez déjà nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos observations au 00223 44 20 80 80. Vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africatelevision.com. Merci encore une fois de nous être fidèles. Aimez-vous les uns les autres. Prenez grand soin de vous-même et à vendredi.